Bonjour à tous, bienvenue pour cette 5e session de direct avec Stéphane Le Diraison. Au nom des partenaires de ce beau projet Time for Oceans, Bouygues Construction, Suez, le département des Hauts-de-Seine et bien sûr la ville de Boulogne-Billancourt, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Avant d'être en liaison directe avec Stéphane, nous allons faire avec Denis Aurault, ancien responsable du Vendée Globe, un point sur la course de Stéphane. Donc bonjour Denis. Bonjour. Où en est-on aujourd'hui de la course? Alors, aujourd'hui, 34e jour de course, on a fait à peu près 40% du parcours. C'est beaucoup, hein, évidemment. Malheureusement, on a un nouvel abandon, ce qui porte à 6 abandons depuis le départ, soit à peu près 19% d'abandon. C'est plus faible que les autres années. Ça veut dire qu'on a une bonne fiabilité sur les bateaux. Et juste à titre d'information, Stéphane, avec son groupe, a à peu près fait la distance de Les Sables-d'Olonne jusqu'à Sydney, ici. C'est-à-dire qu'il a déjà fait un immense parcours et beaucoup de mer, malgré qu'il ne soit en fait qu'ici. Mais la distance qu'il a parcourue, c'est à peu près Les Sables-d'Olonne, Sydney, soit 17 000 km. Parfait. Alors, actuellement, Stéphane est en plein océan Indien. On considère l'océan Indien comme certainement l'océan le plus difficile au monde. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi est-ce qu'il est le plus difficile ou en tout cas le plus complexe? Alors, on va regarder la carte. C'est assez simple, hein. Ici, on n'a aucune terre entre le Cap Horn, qui est ici, et le Cap Lewin en Australie. Ça veut dire qu'on a toute cette zone où les vagues et le vent peuvent créer une mer très difficile. Ça, c'est le premier élément. C'est-à-dire que dans le langage de marin, on appelle ça le fetch. C'est-à-dire que le fetch ici, il est énorme. On a toute cette zone avec tout le sud Atlantique et tout le sud de l'océan Indien pour que la mer se forme. Deuxième raison, on a ici de l'air chaud qui est chauffé avec des anticyclones ici. Le gros anticyclone qui est stable sur l'Antarctique, c'est un énorme glaçon, hein. C'est un gros réfrigérateur. Il y fait froid en permanence et toute l'année. Et puis, on a des anticyclones qui se créent sur l'Indien et surtout, les dépressions qui arrivent ici et qui galopent et qui vont comme ça. Le tout, ça fait une espèce de maelstrom. C'est très compliqué de naviguer dans ces conditions-là, puisqu'on a toujours des échanges thermiques entre l'air chaud, l'air froid, ça crée de la dépression, ça crée du vent. Les dépressions vont plus vite que les navigateurs et c'est pour ça que c'est très compliqué de naviguer dans cet océan. Bon, ce tableau qui n'est pas extrêmement rose, effectivement, pour un navigateur, tu vas pouvoir nous expliquer justement quelles sont, a priori, les conditions de vie actuellement pour Stéphane comme pour les autres skippers. Alors, on est aujourd'hui en décembre dans l'hémisphère nord. Eux, ils sont dans l'hémisphère sud. Ça veut dire que, alors que nous, on est en hiver, eux, ils sont en été. Donc, en été, ils naviguent par 42 sud, à peu près, hein, ici. Ça veut dire à peu près la latitude de Porto. Donc, ils sont à peu près dans les conditions équivalentes à s'ils naviguaient près de Porto, au Portugal. Sauf que Porto, hémisphère nord, et nous, on est hémisphère sud, il fait à peu près 10 degrés, 5 à 10 degrés. Et puis, dernier élément très important quand on est dans le sud, c'est la longueur des journées. Et ben, c'est comme si on était à Porto, c'est-à-dire que les jours font 10, 15, voire plus heures par jour. Et on a très peu de nuit, mais pendant la journée où on a encore un peu de lumière, il y fait froid, c'est gris, c'est sombre, c'est humide. Bref, c'est quand même pas des conditions de plein été sur la plage à Porto, hein. Oui, donc ces conditions météo, effectivement, dont tu commences à parler là, sont particulièrement difficiles. Et je pense que cette année, elles sont même particulièrement complexes à gérer pour Stéphane, avec cette accumulation de zones anticycloniques, de dépression. Alors, on va faire le point depuis le départ. Qu'est-ce qu'a eu Stéphane? Il est parti des Sables-d'Olonne. Ici, grosse dépression tropicale. Ça peut arriver, c'est pas chaque année, mais ça c'est arrivé. Puis, anticyclone a passé. Le poteau noir qui s'est refermé devant lui. Pas de chance, ses concurrents sont passés. Lui, il est resté bloqué dans le poteau noir. Puis, il a attaqué l'anticyclone de Sainte-Hélène. Alors là, il a eu plusieurs cellules. 1, 2, 3, il est resté coincé. Puis, après, il a dû affronter une dépression tropicale qui descendait comme ça du nord vers le sud. Il s'est retrouvé coincé dans cette dépression tropicale, il n'avait pas de vent. Évidemment, on peut dire que chacun de ces phénomènes, c'est un phénomène normal. Dépression tropicale, anticyclone, tout ça, on connaît ça dans le tour du monde, c'est normal. Par contre, Stéphane a joué de malchance, puisque dans chacun de ces phénomènes,
la porte s'est fermée et il a été obligé d'attendre. Et ça l'a énormément ralenti. Parfait. Avant de rentrer en liaison directe avec Stéphane, une petite surprise pour vous. Nous avons la chance cette semaine, ce samedi, d'accueillir deux professeurs des écoles de l'école publique Robert Doisneau de Boulogne-Billancourt, chacune étant venue avec deux de ses élèves et qui auront l'occasion, dans quelques instants, de poser des questions à Stéphane. Voilà, nous avons, je crois, la liaison avec Stéphane. Nous allons commencer par un échange entre Denis et Stéphane sur ces conditions de navigation et la situation présente. Stéphane, bonjour. Est-ce que tu nous reçois? Est-ce que tu m'entends? Bonjour, je t'entends, Denis. Bonjour à toutes et à tous. Bon, c'est un grand plaisir, Stéphane, de t'entendre et merci beaucoup d'être là. Alors, tu vas pouvoir nous éclairer un peu sur ta course. Tout de suite, est-ce que tu peux nous dire si ton bateau est en bon état? On a vu que tu as fait beaucoup de réparations, tu as énormément travaillé. Dans quel état est Time for Oceans? Oui, pas mal de bricoles. En fait, ce qui m'a vraiment rendu la vie très compliquée, c'est ce système de blocage de grand voile là qu'on appelle le hook. Et après la fameuse dépression tropicale, quand on a eu du vent fort, c'était super intéressant parce qu'à chaque fois que je devais diminuer une partie de la voile, donc arriser ou larguer un riz, je me retrouvais à devoir affaler complètement la voile. Et alors que nous étions vent arrière, à devoir me remettre face au vent pour pouvoir réhisser la voile, le tout avec beaucoup de vent et beaucoup de mer. Donc c'était tout à fait sympathique. J'ai perdu beaucoup de temps et d'énergie là-dedans. Et la dernière affalage de grand voile, je me suis dit que ça pouvait plus durer, donc j'ai accepté de perdre encore plus de temps et j'ai changé le système. Et là, ça me donne satisfaction. Là, je peux prendre des riz à peu près normalement. Donc ça c'est bien. Donc voilà, globalement j'ai solutionné à peu près tous mes problèmes. Ça me fait juste naviguer un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'à chaque manœuvre, je dois prendre plus de temps, donc plus d'anticipation. Ça veut dire que quand je sais que le vent monte, j'anticipe parce que sinon je risque de me faire dépasser quand le vent fort est arrivé. Voilà. Mais bon, ça me permet de continuer à avancer et de boucler le parcours. Ce sera pas une cause d'abandon. Super, bravo Stéphane. Alors dis-moi, le bateau il est tout prêt maintenant pour l'Indien. Comment est-ce que tu poids cet océan Indien dans la mesure où tu es rentré dedans maintenant? On sait que c'est un océan difficile. Est-ce que les conditions pour les jours à venir sont des bonnes conditions qui vont te permettre de enfin naviguer correctement comme tu le veux? Oui, là c'est assez hallucinant, hein, on va dire les choses. C'est pas forcément mon Calimero, mais les 40e rugissants, ils ont quand même la réputation d'être des forts vents d'ouest, avec les dépressions qui s'enchaînent. Moi, ça fait 3000 milles que je suis dans le Grand Sud. J'ai vu une dépression en 48 heures, c'était une dépression tropicale qui descendait du Mozambique. Et sinon, ce que je fais, c'est du contournement d'anticyclone. Donc, j'ai l'impression d'avoir signé pour le Vendée Globe à l'envers, c'est assez particulier. Alors, les anticyclones, c'est sympathique, l'été, ça nous amène le beau temps. Mais ici, l'anticyclone, il faut savoir que je suis dans la brume. Hein. Là, je vois à peine les traves du bateau, il pleut à peu près tout le temps. Le vent varie beaucoup en force et en direction, il fait plutôt froid, donc c'est pas, voilà, c'est plus l'anticyclone du temps agréable. Et alors là, clairement, je suis en train de faire mon maximum pour me décaler dans l'est, parce que devinez quoi? Qu'est-ce qui est en train de se reconstituer dans quelques heures? Une dorsale anticyclonique. Donc ça veut dire que si je vais pas assez vite dans l'est, devinez quoi encore? Je vais me retrouver au près serré, c'est-à-dire face au vent, sans vent, pour m'extirper de là. Mais c'est une histoire de dingue.
Et même si je suis dans un bon timing et que j'arrive à aller vite, pendant au moins 4-5 jours, je vais être amené vers l'Australie par la bordure anticyclonique. Et c'est seulement dans 4-5 jours, une fois que j'aurai dépassé Kerguelen, que je devrais avoir ma première dépression des mers australes. Voilà. Donc, non pas que je sois fanatique des dépressions des mers australes, mais elles ont un avantage, c'est qu'elles permettent d'aller vite et tout droit. C'est incroyable. Donc, on va être maintenant rendu à te souhaiter des dépressions, alors qu'en général, on a très peur des dépressions, évidemment. Je vais te demander de répéter, parce qu'il y a beaucoup d'écho là, et j'ai retiré une oreillette, parce que je m'entends. Je disais, on va maintenant te souhaiter d'avoir des dépressions, alors qu'en général, on a peur des dépressions et on souhaite plutôt des vents maniables. Là, on va te souhaiter d'avoir des dépressions. Oui, bah, je préfère une petite dépression. Après, normalement, une dépression, on peut aussi gérer sa trajectoire. On n'est pas obligé d'aller là où c'est le plus fort. Donc, oui, c'est paradoxal, mais il était à souhaiter que je rencontre quelques dépressions si je veux pas mettre 150 jours à faire le tour du monde. Ok. Alors, Stéphane, on a l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui des enfants des écoles. Est-ce que j'aimerais savoir si toi, qu'est-ce que ça se fait qu'on reçoive des enfants des écoles de Boulogne? Est-ce que tu es particulièrement sensible au fait qu'ils viennent assister et participer à nos visions du samedi? Bah oui, évidemment. Et merci beaucoup pour être venu aujourd'hui. C'est vraiment sympathique, ça me fait chaud au cœur. Et j'ai envie de dire que le Vendée Globe, c'est une course titanesque. C'est la course de l'extrême, où il faut puiser sans arrêt dans son énergie physique, mentale, et que évidemment de se sentir soutenu, à défaut d'avoir le souffle de la dépression, bah, c'est un souffle qui me porte, qui me motive, et quand le moral est bas, et ben je me remotive en me disant que c'est une aventure que je partage avec tous et qu'il faut que je donne le maximum. Merci Stéphane. Écoute, voilà, nous avons la surprise aujourd'hui donc d'avoir deux professeurs des écoles de l'école Robert Doisneau. Je vais passer la parole à deux élèves d'Églantine, qui est responsable d'une classe de CE2 de Robert Doisneau. Donc Jérémy, je crois, va poser la première question. Antoine, vas-y, mets bien le micro contre le menton. Bonjour Stéphane, je voulais vous demander si quand vous faites le Vendée Globe, vous êtes plus un aventurier ou un compétiteur? Je suis dans l'âme un compétiteur, mais sur le Vendée Globe, c'est un petit peu différent parce que c'est une course qui est d'abord et avant tout un tour du monde de l'extrême. Et l'aspect compétition est important pour justement chercher à faire les meilleures trajectoires, à donner le meilleur de soi-même. Mais bien sûr, quand on est livré seul face à soi-même, face aux éléments, dans des conditions hostiles, on est bel et bien au cœur d'une exceptionnelle aventure humaine. Et c'est le premier sentiment qui m'anime, bien sûr, c'est d'aller au bout de cette course. De toute façon, toujours ce que j'ai dit, c'est en un finir, en deux on compte les points. Donc c'est bel et bien l'aventure humaine qui prend le pas sur la compétition. Bonjour Stéphane. Avez-vous peur quand vous mettez le pilote automatique? Est-ce possible de répéter, pardon, j'ai pas bien entendu. Bonjour Stéphane, avez-vous peur quand vous mettez le pilote automatique? Est-ce que j'ai peur quand je mets le pilote automatique? Tu vois, avant de partir, je faisais un petit peu le malin. Je disais qu'en fait, j'avais non, en mer, j'ai jamais trop peur.
Je vais te faire une confidence. En fait, j'ai un peu très peur tout le temps. Depuis le début de la course, pour diverses raisons. Au début de la course, il y avait des conditions qui étaient difficiles. Après, c'est la peur de se faire rattraper par ces fameux anticyclones. Il y a et puis ce bateau avec les foils qui est un espèce de dragster survitaminé. Donc dès qu'il y a un tout petit peu de vent, même un vent maniable, vous voyez que l'image elle saute là, c'est parce que alors qu'il y a force 4, je suis à 15 nœuds et je tape dans les vagues. Et pour être sincère, oui, c'est une grande source de stress. Donc oui, j'ai peur à peu près tout le temps. Ça n'est pas très rassurant. Merci Stéphane. Maintenant, je vais passer la parole à deux autres élèves de la classe de Ludivine, Louis et Gabriel. Allez-y les garçons, posez votre question. Bonjour Stéphane, comment allez-vous après le passage de mercredi? Avez-vous retrouvé le moral? Oui, le moral, c'est comme le vent, ça va, ça vient. On sait très bien quand on prend le départ d'un tour du monde comme le Vendée Globe que c'est un vrai défi de garder sa motivation tout le temps parce que l'épreuve est longue, on est mis au défi sans arrêt. Et là, j'avoue qu'en milieu de semaine, là, mercredi, j'allais pas bien parce que c'était vraiment, ça me semblait au-dessus de mes forces d'affronter sans arrêt des situations météo complètement incroyables. Et la vacation là qui a été enregistrée, je crois assez largement diffusée, c'était assez incroyable parce que je me retrouvais au centre d'une dépression tropicale. Il n'y avait plus du tout de vent alors que 2 heures avant j'avais pris force 8, c'est-à-dire du vent très fort. Et là j'avais des creux de 4 mètres, des énormes vagues qui arrivaient sur le bateau mais plus du tout de vent. Donc il faut imaginer le bateau comme ça qui se fait brincaler d'un côté et de l'autre sans avoir aucune capacité à le manœuvrer et c'était épuisant. Voilà. Donc depuis j'ai réussi à m'extirper de cette dépression, à refaire avancer le bateau dans l'est et ça va beaucoup mieux. Et on s'est pas mal parlé aussi avec Arnaud Boissière et Alan. On a été très solidaires tous les trois dans cette situation pas simple et on s'est beaucoup encouragés. Bonjour Stéphane, avez-vous croisé des animaux marins? Alors oui, j'ai croisé des animaux marins. Quelques dauphins dans la première partie de course, même si il y en avait beaucoup moins que ce que j'ai pu voir à d'autres occasions. Ensuite, j'ai croisé de loin, heureusement, mais un troupeau de baleines qui avait été signalé par des plaisanciers et au large du Cap-Vert, donc, et le hasard faisait que ma trajectoire partait par là, donc j'ai été extrêmement attentif de peur de les taper, de cogner dedans, et en fait j'ai pu les observer de loin. Ensuite, tous ces poissons volants qui, dans les mers tropicales, viennent atterrir malgré eux sur le pont du bateau. Et alors ensuite, dans les animaux marins que j'ai vus, alors ça c'était vraiment insolite, c'était au niveau de l'anticyclone de Sainte-Hélène. J'ai croisé une énorme tortue, j'en croyais pas mes yeux, une tortue géante là, qui devait bien faire, je sais pas, presque 1 mètre, donc vous imaginez l'animal. Il n'y avait plus du tout de vent, puis je vois cette espèce de tache et je reste attentif. Et là, une tortue en train de nager autour du bateau. Voilà. Et maintenant que je suis dans la brume et les vents plus agressifs, eh bien, je suis accompagné par des albatros qui sont vraiment des oiseaux majestueux avec un vol qui est vraiment exceptionnel. On a vraiment l'impression qu'ils jouent avec le vent. Ils viennent effleurer l'eau de leurs ailes. C'est assez incroyable.
Stéphane, est-ce que tu peux juste nous montrer un petit peu l'intérieur de ton bateau? Il y a de la brume dehors, donc on ne va pas te demander de sortir puisqu'il y a de la brume, mais l'intérieur de ton bateau, est-ce que tu peux nous faire un petit tour d'horizon de l'intérieur de ton Home Sweet Home? Oui. Alors, je bascule la caméra. Est-ce que là, comme ça, vous voyez? Je vais vous expliquer un petit peu. Alors là, je me mets dans un angle du bateau. Donc, on voit là, il y a quelques sacs sous le vent. C'est le matériel précieux que je ne matosse pas. C'est-à-dire, je le mets pas du côté au vent du bateau. Là, j'ai mes vêtements de mer en train de sécher parce que dès que je sors, évidemment, avec les bottes, là, c'est tout l'équipement de survie prêt à servir, la combine de survie, le sac avec le téléphone, etc., qui est près de la descente, le poste de navigation. Et là, hop, mon lit. Avec le duvet dans le sac bleu que je range précieusement à chaque fois, parce que c'est le seul moyen pour moi de me réchauffer, c'est ce duvet. Et là, on voit dans les étagères, là j'ai tous les sacs. Bon, il y en a aussi dans le fond du bateau. Donc là, tous les sacs rouges, c'est de la technique, et les sacs bleus comme celui-là, c'est de la nourriture. Et voilà, nous voilà dehors, donc c'est fini pour le beau temps. Donc là, j'ai pas beaucoup de vent parce que, comme je vous le disais, je suis encore en bordure anticyclonique. J'ai eu quand même 30 nœuds, 35 nœuds ce matin, mais c'est le grand sud, donc ça va, ça vient. Donc là, c'est bien gris, et hop, si je me retourne. Voilà, donc là c'est la brume, hein, je sais pas si on s'en rend compte, mais on voit à 50 ou 100 mètres, pas plus. Donc le poste de cockpit pour tout régler le bateau, des voiles, les bouts prêts à manœuvrer, et j'ai toutes mes autres voiles qui sont toutes mes voiles qui sont sur le pont, sinon pour faire du rappel, pour optimiser la vitesse du bateau. Ben, génial. Merci vraiment beaucoup Stéphane. On va te laisser. On va te remercier de la part de tous les Boulonnais et les Boulonnaises évidemment qui te suivent. Et on te donne rendez-vous déjà à samedi prochain pour la prochaine visio. Et on te souhaite surtout de trouver ce vent dont tu as besoin pour entamer enfin ces bonnes glissades vers le Cap Lewin. Merci infiniment Stéphane. À très vite. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. À très bientôt. Alors, on a la chance d'avoir deux professeurs des écoles de Boulogne qui sont là. Et donc, évidemment, on est un petit peu curieux de savoir comment est-ce que ça se passe. Comment est-ce que vous suivez ce Vendée Globe? Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous le suivez au quotidien, plusieurs fois par jour? Comment ça se passe concrètement? Alors, on a un moment donc chaque jour où on a donc des élèves responsables du planisphère qui est en classe de suivi pour nous permettre de suivre la course. Donc, ces élèves-là donc mettent à jour le classement du Vendée Globe. Et donc, chaque jour, on suit l'actualité du Vendée Globe avec l'avancée des skippers, l'actualité également, les abandons, la baisse de morale pour certains, voilà, les petites avaries des uns et des autres. Vous suivez ça sur une map monde comme on a ici, sur une carte? Oui. Comment est-ce qu'on peut se repérer géographiquement? Alors, on a effectivement un planisphère en classe. Et donc, c'est à l'aide de ce planisphère que nous suivons justement le Vendée Globe, mais également avec l'outil numérique de nos classes, la dalle numérique avec projection du jeu aussi virtuel Regatta en classe. Alors, quand on dit que les élèves sont passionnés, est-ce que vous pouvez nous dire si c'est tous les élèves, 50%, 70%? Comment ça se passe concrètement dans une classe?
Tous les élèves sont vraiment très impliqués depuis qu'on a lancé le projet du Vendée Globe. Et j'ai même envie de dire que plus les jours passent et plus ils sont impliqués. Et quels sont les sujets que vous abordez? Parce que là, on parle de géographie, on parle de vent, Oui. on parle d'eau, on parle de quoi On en concrètement? parle dans plusieurs domaines, aussi bien en géographie, bien évidemment, en français, dans la littérature, en anglais, et puis en sciences aussi. On a beaucoup parlé de la pollution des eaux, des déchets plastiques, etc. Vous nous parlez de littérature. Comment est-ce que les élèves parlent de littérature dans le cadre du Vendée Globe? Alors, on a eu un livre qui a été offert par la ville de Boulogne, le Vendée Globe de MAM. Donc, on leur fait une lecture tous les jours. On suit à peu près, parce que c'est bien fait, sous forme de journal de bord. Donc, chaque jour, on essaye d'être au plus près de la course et on suit le Vendée Globe de MAM. Et vous nous dites que vous avez des écoles bilingues, enfin des classes bilingues. Donc, ça veut dire que vous suivez concrètement le Vendée Globe en anglais? Alors, on s'aide beaucoup donc, de l'outil pédagogique de Samantha Davis, donc de son kit pédagogique aussi pour nous aider. Et on a suivi un petit peu Samantha Davis et sa scolarité, donc en tant qu'anglaise, comment se passe l'école en Angleterre, donc à l'aide d'une interview de Samantha Davis. Oui, tout à fait. Racontez-nous ça, parce que vous nous dites que vous avez connu Samantha Davis quand elle avait l'âge de vos élèves. Vous avez fait comment pour retrouver ces archives? Il y avait une interview sur le site d'Initiative Cœur où on lui pose des questions. Donc, comment c'était quand elle était petite, à l'âge des élèves qu'on a actuellement, comment était la vie d'écolière. Et donc, elle répond en anglais où est-ce qu'elle habitait, comment elle était habillée avec un uniforme, ce qui n'est pas le cas en France. Alors, dites-nous comment elle était habillée. Donc, elle avait un petit uniforme avec une veste rouge, sa petite cravate. Ça a étonné les enfants de savoir qu'elle avait un uniforme et qu'eux non. Et eux, ils sont prêts à mettre un uniforme ou bien? Il faut leur demander. Je ne pense pas. On va leur demander après. Donc non, visiblement. Non, visiblement, ils ne sont pas prêts. prêts. Alors, on a parlé de Sam, on a parlé d'Angleterre, on a parlé d'anglais. Est-ce que vous suivez grâce au kit pédagogique qui s'appelle Kids Oceans for Oceans, qui a été créé pour Time for Oceans de Stéphane et de la ville de Boulogne-Billancourt? Vous vous servez aussi de cet outil-là? Oui, on s'en sert, mais pas que. Voilà, on s'en sert, mais pas seulement. On se sert des différents kits. Et toujours en digital, c'est-à-dire toujours sur Internet? Oui. Ça veut dire que tous les élèves ont accès à Internet en permanence et qu'ils peuvent aller chercher toute la matière dont ils ont besoin. Alors, c'est nous qui filtrons. Oui. C'est-à-dire que nous, on fait déjà en amont des recherches. On va chercher les ressources pédagogiques qui nous tiennent à cœur, celles sur lesquelles on veut travailler. Ensuite, Après, effectivement, les deux petits journalistes de nos classes suivent en fait à l'aide des 2 ordinateurs de fond de classe l'actualité. Et effectivement, ils ont possibilité de faire leurs propres recherches avec, bien sûr, l'œil bienveillant de leur enseignante. Parce que vous avez 2 journalistes par classe, c'est ça? Oui. Dans toutes les classes, vous avez 2 journalistes dont le boulot est principalement de suivre le Vendée Globe et de faire du reporting? Oui. Waouh, j'ai hâte qu'on les reçoive. C'est les 2 élèves que vous avez vus d'ailleurs. Ce sont les élèves que vous avez aujourd'hui. Ils vont être au top pour pouvoir témoigner pour la semaine prochaine. Est-ce que vous diriez que suivre le Vendée Globe, c'est globalement un bon support pédagogique? Est-ce que ça vous aide? Alors, c'est notre première expérience toutes les deux de suivre le Vendée Globe. Mais effectivement, on a été agréablement surprises et on est prête à recommencer dans 4 ans. Parce qu'effectivement, c'est un outil pédagogique qui permet l'interdisciplinarité. Et c'est effectivement très intéressant dans notre métier de pouvoir mélanger toutes les disciplines à travers un exemple concret qui est le Vendée Globe. Alors, il y a une chose dont on n'a pas encore parlé, c'est les parents. Ils ne sont pas là aujourd'hui. On n'est que entre nous, vous pouvez nous en parler. Oui. Est-ce qu'ils suivent un peu le Vendée Globe aussi? Comment ça se passe avec les parents? Grâce aux enfants, je crois qu'on a vraiment réussi à fédérer aussi les parents et ils sont extrêmement impliqués grâce au jeu virtuel Regatta. On a créé une team, une équipe pour chacune de nos classes. Et donc les enfants ont créé leur propre bateau, en plus de celui de la classe. Et ils ont entraîné les parents et on a des parents très impliqués. Sur ma classe, j'ai 2 papas très impliqués qui modèrent, qui animent la team, qui encouragent les enfants, leur donnent des conseils avisés pour ne pas se tromper de voile, aller dans le bon cap. Les parents ou les enfants au jeu de Virtual Regatta? Ouais, je ne sais pas, je crois qu'il y a de la concurrence même entre eux. D'accord, parfait. Et alors, combien de bateaux avez-vous sur vos 2 classes, par exemple? Ça va nous donner un bon indicateur pour l'ensemble de la vie. Une quinzaine à peu près. On a une quinzaine, on a un peu plus de la moitié. Une quinzaine par classe, oui. D'accord.
Et alors, vous faites un concours à l'intérieur des classes, c'est-à-dire, comment est-ce que il y a une émulation ou c'est un travail de groupe? Est-ce que ça crée de la cohésion? Comment est-ce que ça marche? Les deux, il y a de la cohésion et à la fois de l'émulation, puisque nos reporters qui font le classement du Vendée Globe font aussi le classement Virtual Regatta. Donc tous les matins, ils mettent sur le podium qui a doublé qui. Alors ils sont un petit peu... Voilà, c'est une émulation, mais c'est gentil, quoi. Avec un esprit plutôt aventurier que compétiteur. Eh bien, génial, on a appris beaucoup de choses. Merci infiniment. Et puis, on espère recevoir vous-même et les reporters, bien sûr, à la fin du Vendée Globe. On va clore aussi cette session et donner rendez-vous à tous les Boulonnaises et à toutes les Boulonnaises et à tous les Boulonnais samedi prochain. Merci infiniment de votre participation. Et puis, évidemment, très bon vent à Stéphane. Merci. Bonjour Stéphane Le Diraison, moi je m'appelle Camille et j'ai 9 ans. Je voulais te souhaiter un bon courage pour cette course très compliquée et j'espère que tu vas gagner.